Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché hebdomadaire qui sera un peu plus court que les autres parce que ça a été une semaine plus calme, hein, d'ailleurs, comme je vais vous le présenter sur ces diapos, hein. D'ailleurs, on se pose la question, est-ce que c'est le calme avant la tempête ou est-ce que ça y est, on a enfin vu le fond? Alors bon, je passe, hein, toujours les mêmes disclaimers, hein, surtout de faire attention avant d'investir, surtout dans cette période où les marchés sont quand même assez turbulents, hein. On le voit bien, on a eu des, des sacrés mouvements, hein, ces dernières semaines. On a eu énormément d'investisseurs qui ont été ruinés. Il y a eu plusieurs centaines de milliards d'euros, de dollars de capitalisation qui sont partis en fumée suite aux chutes des marchés. Donc il faut faire très attention et profiter un petit peu de ces semaines un peu plus calmes pour travailler un peu sa manière de gérer son portefeuille. Alors avant d'attaquer cette vidéo, hein, un petit point, je suis en train de préparer une vidéo avec des mots-clés très importants à comprendre, à maîtriser pour améliorer son money management. Donc, une fois que j'aurai fini la présentation, je vous ferai vraiment une vidéo complète là-dessus. Et d'ailleurs, j'utiliserai pas mal ces termes pour présenter un peu la gestion de mon portefeuille personnel, puisque je suis en train d'améliorer un peu aussi les techniques de gestion de mon propre portefeuille. Alors, on va on va plus attendre avant de commencer. Alors, au niveau de l'actualité géopolitique, économique, sanitaire, pas grand-chose. Vraiment, il n'y a vraiment pas eu grand-chose à noter, hein. Ça a été une semaine assez calme. La nouvelle importante pour moi qui a eu lieu, c'était en début de semaine ou week-end dernier. J'en avais d'ailleurs même un petit peu parlé. C'est la décision de l'Inde d'arrêter d'exporter son blé, ce qui a provoqué, comme je l'avais prévu il y a une semaine, une envolée des cours de blé en tout début de semaine. Donc, alors, on attaque tout de suite par les marchés. Alors, ça a été assez calme, hein, ça a été assez calme. Alors, les marchés obligataires, bon, il n'y a pas eu grand-chose, hein. On a des taux français qui sont autour de 0,5%. On a une stabilisation des taux. On ne peut pas dire qu'il y a eu une baisse vraiment des taux, mais ça se stabilise, on va dire. Pareil pour les treasuries américains où on est à peu près autour de 3%. Donc sur les taux, on a des marchés obligataires qui se calment. Alors est-ce qu'on va avoir un début de décrue ou une poursuite de l'envolée? Alors selon des économistes assez connus, comme par exemple Patrick Artus, ces derniers pensent que c'est une pause et que les taux devraient monter beaucoup plus haut. Certains économistes même pensent que les taux devraient arriver à quasiment 3% en France. Ce serait le taux d'équilibre pour contrer l'inflation, 3% en France et plus de 4% aux États-Unis pour les taux de 10 ans. Bon, personnellement, j'ai quand même quelques doutes parce que je ne suis pas sûr que les économies, notamment l'économie française, aient la capacité de supporter un taux à 3%. Néanmoins, certains analystes pensent qu'on pourrait aller jusqu'à ces niveaux. Alors sur le Forex, on a l'euro-dollar qui, après être tombé en dessous de 1,04, est revenu à entre 1,05 et 1,06. Donc là encore, est-ce qu'on a atteint un point bas sur l'euro ou est-ce que c'est juste une reprise de souffle avant une nouvelle plongée? Là, c'est un peu trop tôt pour le dire. Ça, on le verra dans les prochains jours, prochaines semaines. Sur les marchés boursiers, alors le CAC 40 a pu s'extraire de la zone très dangereuse des 6100 points pour remonter. On a eu un très très beau rebond durant une grosse partie de la semaine, hein. Le CAC 40 est même revenu tester les 6450 points avant de rebaisser en cette fin de semaine. Mais on reste à distance respectable de la zone des 6100 points qui est qui est la zone en fait qui était le point haut avant la crise du Covid et qui sert maintenant de support majeur. Sur le Dow Jones, pareil, on a pu
on a pu rebondir sur la zone des 31 000 points pour le Dow Jones, mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Et au moment où je parle, on a eu un regain de volatilité. Apparemment, la Fed aurait annoncé en off qu'elle n'est pas surprise de la baisse des marchés en raison du resserrement annoncé de sa politique monétaire. Donc ça vient de tomber. D'ailleurs, je ne l'ai même pas mise dans l'actualité géopolitique, économique, sanitaire et boursière. Pourquoi? Parce que ça vient de tomber. La Réserve fédérale vient d'annoncer qu'elle n'est pas surprise que les marchés réagissent ainsi suite aux hausses des taux. Donc ça peut prédire une semaine prochaine très agitée parce que le signal envoyé au marché, c'est que en gros, la Fed est prête à laisser les marchés baisser encore plus bas pourvu qu'on arrive à lutter contre l'inflation. Donc, à surveiller de très près comment les marchés vont clôturer en fin de soirée et surtout comment ça va ouvrir après le week-end. Le Nasdaq, pareil. Alors, le Nasdaq a marqué un double creux sur la zone des 11 700 points avant de revenir au contact des 11 900, 12 000 points. Là encore, est-ce que c'est un double creux solide avant un rebond durable ou une rechute beaucoup plus forte? A priori, la tendance reste quand même dégradée et il y a des chances qu'on ait des marchés qui rechutent à nouveau courant ces prochaines semaines. Un analyste assez connu d'ailleurs a affirmé que le Nasdaq pourrait perdre 65% d'ici octobre prochain. Attention, alors il faut faire attention aussi aux oiseaux de mauvais augure. Souvent, quand les marchés commencent à baisser, là, on a tous les catastrophistes qui arrivent pour vous prédire les pires souffrances. Donc voilà, moi je suis toujours méfiant de tout ça. Mais la tendance technique, on voit bien, la tendance graphique reste quand même dégradée sur les indices et en particulier sur le Nasdaq. Sur les indices chinois, pas grand-chose à noter. On a eu un début de semaine en baisse sur les bourses, la bourse chinoise avant un rebond observé en fin de semaine à la faveur de la Banque populaire de Chine qui a décidé de baisser les taux à contre-courant des autres banques centrales. Donc ça a été aussi une surprise qui a permis de donner un bol d'air aux indices chinois. Alors sur l'Inde, les marchés indiens se stabilisent enfin malgré la terrible sécheresse et une chaleur qui écrase le pays et l'oblige à arrêter ses exportations de blé. Cette semaine, ça a été finalement une reprise de souffle sur la bourse indienne. Là encore, est-ce que l'on a touché les plus bas avant un rebond ou est-ce que c'est le rebond du chat mort avant une prochaine chute? Pareil sur l'Afrique du Sud, le marché sud-africain résiste sur la zone des 60 000 points. Là encore, est-ce que on a touché un point bas avant un rebond durable ou est-ce que c'est juste un rebond avant une rechute? Pour le moment, alors sur l'Afrique du Sud, l'analyse technique, alors en part horaire, on est plutôt baissier. Par contre, en pas journalier, on est plutôt haussier. Donc là, la zone des 60 000 points va être très intéressante parce que soit on la casse et là, en fait, on commence à invalider la tendance haussière en pas journalier, soit on arrive à rebondir sur la zone des 60 000 points et on relance la tendance haussière en pas journalier. Pour le Brésil, la zone des 100 000 points semble tenir pour le moment, mais là encore, attention, on a quand même une dégradation de la situation. On a les RSI en pas horaire et en pas journalier qui sont assez dégradés au moment où je parle. Et il y a fort à parier que si la zone des 100 000 points est cassée, on pourrait avoir une accélération de la baisse. Donc voilà un petit peu pour ces marchés boursiers qui n'ont pas fait grand-chose cette semaine, qui se sont stabilisés sur leur niveau atteint en fin de semaine dernière. On a même eu des rebonds en première partie de semaine avant des baisses, notamment hier et aujourd'hui. Sur les métaux précieux, alors l'or a résisté
sur la zone des 1800. On a eu un beau rebond sur la zone des 1800, mais ce rebond, au moment où je parle, semble de plus en plus fragile et ne semble pas vouloir casser à la hausse la zone des 1850 points qui constitue une résistance majeure. Alors sur l'argent, la tendance est toujours dégradée, même si cette semaine on a pu souffler, on a eu un beau rebond de quasiment 4% cette semaine, mais l'argent a échoué, a cassé à la hausse la zone des 22 $ l'once qui est maintenant résistance. Donc là, on voit, hein, on a les 22 $ qui ont servi de support. On a bien cassé cette zone. On est même revenu à 20,50 $. Et là, on a eu cette semaine un beau rebond vigoureux, mais on n'arrive pas à recasser la zone des 22 $ qui a servi de support durant les 2 dernières années. Donc attention, hein, la situation sur l'argent reste très fragile. Voilà, moi, ce que je fais, c'est que sur l'argent, je moyenne à la baisse, mais avec des montants assez petits pour éviter justement de me retrouver dans un gros bear market sur l'argent à cause de la montée des taux réels. Pareil d'ailleurs sur l'or, hein, si je reviens sur l'or, regardez le nombre de positions que j'ai pris. Hein. J'ai énormément fractionné mes positions. Ça représente pas énormément, hein, ça représente l'ensemble des positions que j'ai prises sur l'or représente 10% de mon portefeuille, donc c'est pas énorme, mais j'ai fractionné ça en un très grand nombre de positions. Pourquoi? Pour me permettre de pouvoir clôturer des positions qui commencent vraiment si elles devaient devenir vraiment perdantes, de pouvoir sortir de ces positions afin de ne pas entamer mon ratio de couverture. Justement, tous ces termes, la couverture, les plus-values latentes, les moins-values latentes, je vais faire une vidéo là-dessus pour vous décrire ces termes-là, ces indices de mesure, afin de donner, en fait, de mesurer la latitude que l'on peut avoir sur un portefeuille. Sur l'argent. Alors, sur le palladium, on a enfin une semaine calme de stabilisation après plus de 20% de baisse sur ces 4 dernières semaines. Là, on a enfin une semaine où le palladium n'a rien fait, il s'est stabilisé. Donc là encore, est-ce que c'est une stabilisation avant une remontée durable ou est-ce que c'est juste une reprise de souffle avant la poursuite de la baisse? Ça, on le verra les prochaines semaines. Alors sur le platine, pareil, on a une stabilisation sur la zone des 950 $ l'once après quand même un échec à casser la zone des 1000 $ l'once qui est maintenant une grosse résistance sur le platine. Voilà, donc en conclusion, sur les métaux précieux, enfin une semaine calme après des séances très, très mouvementées. Cette semaine a été plutôt calme. Alors, est-ce que c'est le calme avant la tempête? Ça, on le verra prochainement. Mais la question à se poser aussi, au-delà des mouvements, c'est la corrélation. Parce que les dernières semaines, surtout la semaine d'avant, ça a été un peu la débâcle. Hein. Tous les actifs ont baissé en même temps. Et là, en fait, la question qui va se poser sur les métaux précieux, est-ce que l'on va avoir enfin une décorrélation avec les marchés actions? Alors, sur les matières premières, pas grand-chose à noter. Le pétrole reste bloqué, reste stable entre 105 et 110 $ le baril. Donc, pas grand-chose à noter sur le pétrole. Pareil sur le gaz, hein, on est toujours autour de 8000, 8500. Il n'y a pas eu grand-chose non plus sur le gaz. Pareil sur le cuivre, on est plutôt dans la borne basse du canal, de ce canal horizontal dessiné depuis 2 ans maintenant. Mais cette semaine a été plutôt calme aussi sur le cuivre. Sur le nickel, pareil, le nickel se stabilise dans la zone des 28 000 $ la tonne. Donc là encore, pas grand-chose à noter sur le nickel. Sur le blé, alors sur le blé, je vais m'y attarder un petit peu. Le blé a flambé cette semaine. Je l'avais prédit en fin de semaine dernière lors de mon dernier point de marché, lorsque j'ai appris que l'Inde allait arrêter ses exportations de blé. Le blé a flambé, il a pris plus de 100 $.
la tonne. Il a vraiment flambé. Et avant de baisser, on baisse maintenant légèrement en fin de semaine, mais la nouvelle a fait l'effet d'une bombe en début de semaine. Là encore, bon, alors est-ce que le blé va continuer encore à monter? Pour le coup, j'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes là-dessus. Pourquoi? Parce que moi, je pense que beaucoup de pays ont fait des réserves stratégiques de blé, hein, donc l'Inde, mais bon, alors l'Inde l'a affirmé, mais il ne faut pas croire, hein, d'autres pays hein, comme la France ont des réserves stratégiques de blé, et il n'est pas exclu que ces pays puisent dans leurs réserves stratégiques, ce qui ferait baisser les cours du blé à peut-être court et moyen terme pour éviter notamment des émeutes de la faim. Pour le moment, voilà, on a le blé qui a fortement augmenté avant de refluer. Et moi, je pense que bon, on pourrait avoir une accalmie sur le blé ces prochaines séances. Le maïs, alors le maïs se stabilise toujours à de très hauts niveaux, hein, proche des records des 800 $. Donc là encore, à voir, est-ce que on a une petite correction, une consolidation, on ne peut même pas parler de correction, une consolidation technique, ou est-ce que on va avoir une consolidation plus longue, voire une correction? Pour le moment, le maïs reste dans une tendance franchement haussière. Donc voilà un petit peu pour les matières premières. Donc résumé sur les matières premières, hein, on a une reprise de souffle hein, sur l'ensemble des matières premières, à l'exception du blé qui a flambé suite à ce qui s'est passé avec l'Inde d'arrêter ses exportations de blé. Alors sur les cryptos, pareil, le seuil des 30 000 points sur le Bitcoin tient. Le Bitcoin arrive à tenir, hein, on voit bien sur cette semaine, après la chute de la semaine d'avant, on est vraiment venu vers 25 000, puis on a rebondi en ligne droite. Le Bitcoin arrive à tenir la zone des 30 000 $, le Bitcoin. Est-ce que c'est est-ce que les 30 000 pour autant sont redevenus support permettant au Bitcoin de prendre appui et de repartir en ligne droite vers les 40 000 et les 50 000? Personnellement, je suis perplexe, et d'ailleurs, je me suis un peu allégé hein, sur le Bitcoin cette semaine. J'ai pris un peu mes profits sur la zone, sur le seuil des 30 000, parce que j'ai peur qu'on aille chercher beaucoup plus bas, notamment suite aux derniers propos de la Fed qui ne semblent pas inquiètes que les marchés actions baissent. Alors, ce que j'ai dit sur le Bitcoin est aussi pas valable sur l'Ethereum qui tient la zone des 2000 $, l'Ethereum. Donc, voilà un petit peu. Alors, pour les conseils, alors les conclusions et les conseils, cette semaine a permis au marché de souffler, mais pour combien de temps? Alors, les prochains supports à surveiller, hein, je vous les indique, hein, CAC 40, 6100 points. Il va falloir vraiment surveiller cette zone des 6100 points qui a été testée il y a de cela 7-8 jours, qui a permis un beau rebond, mais encore pour combien de temps? Pour le Dow Jones, on a la zone des 31 000 points qui sera à surveiller. Nasdaq, 11 500 points. L'or, les 1800 points. Est-ce que les 1800 points sur lesquels l'or a rebondi va être un support solide, ou est-ce que on va aller chercher beaucoup plus bas? L'argent, on a un support intermédiaire qui s'est dessiné autour des 20,50 $, 21 $ l'once. À voir si ce seuil va tenir. Et sur le Bitcoin et l'Ethereum, comme je l'ai annoncé, hein, la zone des 30 000 pour le Bitcoin et des 2000 sur l'Ethereum sont des zones à surveiller, parce que si on a une cassure de ces seuils, on pourrait aller chercher beaucoup plus bas. Le prochain gros support sur le Bitcoin est la zone des 20 000 $. Donc on peut en théorie avoir 30% de baisse supplémentaire sur le Bitcoin si la zone si le Bitcoin n'arrive plus à tenir contact de la zone des 30 000 $. Alors, les conseils, hein, je répète, ne jouez pas à Madame Irma en essayant d'anticiper les évolutions futures de la bourse. Hein. À court terme, c'est très, très difficile d'y voir très clair.
privilégier plutôt des stratégies patrimoniales de cash management. Donc ça, c'est important. Moi, je suis en train, à chaque fin de vidéo sur les marchés, je parle un petit peu de ce que j'ai fait sur mon portefeuille et je prépare une vidéo très importante, une grosse vidéo avec les indicateurs à suivre pour bien piloter son portefeuille en matière de cash management. Donc, c'est une vidéo que voilà, je vous informerai quand je l'aurai sortie, mais qui est pour moi très importante à regarder parce que je vais utiliser un vocabulaire. À chaque fois, je vais faire référence à cette vidéo. Je vais utiliser un vocabulaire pour mesurer un petit peu les indices de performance et de risque de mon portefeuille. Alors, à propos de mon portefeuille, j'y arrive. Cette semaine, alors en termes de plus-value réalisée, bah, c'est assez flat. J'ai pas, voilà, j'ai continué à réaliser un petit peu de plus-value, pas énormément. Alors j'ai réalisé aussi des moins-values, mais j'ai aussi réalisé quelques plus-values et globalement, c'est plutôt flat. Au niveau de mes plus ou moins values latentes, alors le stock de moins-values latentes a baissé puisque la valeur de mon portefeuille repasse de 24 260 à 24 530. Donc, en performance totale depuis le début de l'année, je suis à peu près à moins 1,6%, ce qui est plutôt honorable quand on voit les marchés. J'ai repris, mon portefeuille a repris 1% cette semaine. 1% cette semaine. Alors, pourquoi ce que j'ai fait cette semaine, alors j'ai pris mes bénéfices sur le blé, hein, vous voyez, j'ai plus du tout d'exposition sur le blé, hein, j'ai profité de cette hausse très très forte sur le blé qu'il y a eu en début de semaine, hein, suite à la nouvelle de l'Inde d'arrêter ses exportations de blé. On a une flambée du blé. J'ai pas pris de risque, j'ai pris mes bénéfices parce que bon, je pense qu'on va arriver à des niveaux, hein, les 1200 dollars, 1200, 1300 dollars, on va arriver à des niveaux très élevés sur le blé, où il y a des chances que les pays essayent de s'accorder pour puiser dans leurs réserves stratégiques pour empêcher que le blé n'explose trop à la hausse avec les risques d'émeute de la faim. Il y a l'ONU qui a même déclaré qu'on pourrait avoir, alors ça ne va pas se faire en une journée, hein, mais on pourrait avoir en un an quasiment des centaines, hein, je dis bien des centaines de millions de personnes qui seront en détresse, voire en risque de mort, carrément risque de mort, en centaines de millions de personnes dans les prochains mois, si le blé ne redescend pas à des niveaux un peu plus supportables avec des risques d'émeute de la faim. Donc voilà, moi je suis plutôt un optimiste. Je pense que face à ces cris d'alarme, il y a des chances que certains pays, notamment les pays occidentaux comme les États-Unis qui exportent du blé, le Canada, la France, commencent à puiser dans leurs réserves stratégiques pour éviter une catastrophe humanitaire qui sera sans précédent et qui ferait passer les morts du Covid comme un incident, on va dire, comme un simple incident, comme un détail. Donc voilà. Donc moi j'ai pris mes plus-values sur le blé. J'ai aussi allégé mon stock de moins-value sur le Nasdaq, parce que moi là je suis plutôt pessimiste sur le Nasdaq. J'ai essayé d'alléger mon stock de paumes, de pertes sur le Nasdaq. J'ai profité de cette accalmie sur les marchés pour liquider une partie de mes pertes sur le Nasdaq. J'ai également fait pareil sur le Dow Jones. Alors sur le Dow Jones, j'ai acheté au niveau des 31 000 points le Dow Jones pour revendre vers 31 300 points, ce qui m'a permis de baisser mon point mort, mon prix de revient sur le Dow Jones à 31 040. Hein, j'étais à quasiment 32 000 points. Donc, j'ai réussi à faire baisser de 1000 points mon
prix de revient sur le Dow Jones. Donc voilà, moi je pense que les corrections ne sont pas terminées et j'essaye de profiter un petit peu des moments de calme pour baisser au maximum mon prix de revient. Donc voilà un petit peu pour ce point de marché. Je ferai une vidéo assez costaud, sans doute en début de semaine prochaine, pour expliquer le vocabulaire très important à connaître en gestion de portefeuille, en money management, que je vais utiliser. J'essaie de ne pas trop utiliser ces termes, mais je vais être obligé de les utiliser pour vous montrer un peu plus en détail les indicateurs que je pilote pour suivre mon portefeuille, en plus de faire, oui, je gagne de l'argent, je perds de l'argent, oui, ça c'est important, hein, mais il n'y a pas que ces indicateurs-là que j'utilise, mais pour vous permettre de mieux comprendre, je vais faire une vidéo avec les termes importants à connaître. Alors, ça va être une vidéo un peu technique, un peu rébarbative, avec du jargon, quelques formules. On ne va pas rentrer dans les formules très compliquées, mais il y a quand même quelques petites formules, des exemples, pour vous permettre de comprendre un petit peu le vocabulaire du money management, parce que ça, c'est très intelligent quand on doit piloter son portefeuille en période de bear market ou de marché très volatile ou de bear market. Ça, c'est très important. Les deux erreurs à ne pas faire dans ces marchés-là, c'est première erreur, c'est de partir en courant, de bazarder son portefeuille et de fuir, de ne plus rien faire. Ça, c'est dommage, il ne faut surtout pas le faire, parce que c'est en période de baisse des marchés que se bâtissent les grandes fortunes. Donc, premier risque, c'est de tout vendre et de se décourager, de capituler. Et deuxième gros risque, au contraire, c'est d'y aller en all, c'est de faire tapis, c'est d'investir massivement tout sur un ou deux actifs avec un gros effet de levier, avec le risque de subir des pertes énormes et d'avoir ce qu'on appelle un appel de marge. J'en parlerai dans une prochaine vidéo sur le lexique justement à utiliser dans le money management. Mais pour l'heure, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end. Profitez-en, soufflez un bon coup parce qu'on a eu une semaine assez calme, mais quelque chose me dit que ça risque de secouer dans les prochaines semaines. Voilà, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos familles et j'espère vous retrouver dans une semaine pour un nouveau point de marché. À bientôt tout le monde.